Bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. Suite à ma dernière séance qui concerne le SGBD SQL Server, aujourd'hui, on va aborder une nouvelle épisode qui s'intéresse au langage de quatrième génération, le langage qui s'appelle le langage Transact SQL ou bien tout simplement TSQL. La première question qui se pose, pourquoi un nouveau langage dans le cadre d'un SGBD ou bien au sein d'un SGBD et qu'est-ce qu'il apporte comme nouveauté pour gérer les données d'une manière performante et efficace. Donc, pour répondre à cette question, la première des choses, il faut référence au langage SQL et ses limites, parce que le langage SQL, ou bien le standard SQL, il a des limites dont on ne peut pas répondre à un ensemble des besoins des utilisateurs, surtout lorsqu'il s'agit des requêtes qui sont assez compliquées et des requêtes qui nécessitent le traitement itératif. Donc, le langage Transact SQL, comme j'ai déjà signalé, c'est un langage de quatrième génération. Lorsqu'on parle de quatrième génération, c'est-à-dire qu'il y a trois autres générations avant. La première, c'est le langage assembleur, puis le langage procédural. On parle de langage SQL et maintenant on parle de langage de quatrième génération qui fait le mariage ou bien le regroupement entre deux catégories de la programmation ensembliste, ou bien la programmation ensembliste qui concerne le langage SQL et la programmation procédurale comme le langage C, langage Pascal et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'il traite instruction par instruction. La première impression qui vient lorsque je parle de langage de quatrième génération, on remarque en quoi qu'on traite deux types de programmation. Programmation ensembliste et programmation itérative. On dit donc qu'il y a un dysfonctionnement entre ces deux langages. Bon, donc pourquoi ce langage? Donc pour faciliter la tâche pour la gestion des bases de données d'une manière efficace. Je vais essayer de vous donner tout simplement un exemple très simple afin de montrer l'importance de ce type de langage de n'importe quel SGBD, le SGBD qui traite les bases de données d'une manière générale et surtout qui se base sur le langage SQL. Étant donné par exemple que je veux améliorer les notes des étudiants, d'accord? Si jamais je pose la question, je veux améliorer la note des étudiants par exemple par 0,5 pour toutes les notes comprises entre 9 et 10. Dans ce cas, ça ne pose pas de problème. Il suffit d'utiliser une requête SQL très simple, update, la table note, c'est là où il y a l'information que je veux modifier, set la note égale à la note plus 0,5. Ça, donc where, bien sûr, la matière est égale à la base de données. Et la deuxième condition, c'est la note est comprise entre 9 et 10. Maintenant, si jamais je vais poser la même question, mais un peu compliqué, c'est-à-dire je veux modifier la note, mais à condition que si la note est comprise entre 9 et 10, je vais incrémenter par exemple par 0,5. Si la note est comprise entre 8 et 9, je vais incrémenter la note par 0,75. Si la note est comprise entre 7 et 8, je vais incrémenter la note par 1, par un point. Dans ce type de problématique, on ne peut pas écrire une seule requête qui réponde à ce besoin. Donc là, on trouve que le langage SQL, et dans le langage SQL, en utilisant le langage SQL, nous sommes incapables de développer une requête simple qui permet de résoudre ce problème. Soit on va développer trois requêtes, la requête selon la condition 1, la requête selon la condition 2, la requête selon la condition 3. Maintenant, avec 3, on peut écrire 3 requêtes, mais si jamais nous avons des dizaines de conditions, il devient vraiment impossible d'écrire 10 requêtes qui répondent tout simplement à une simple, si vous voulez, à une simple question répondant à un ensemble de contraintes. Pour ce faire, il suffit donc, comme solution, il suffit quoi? Tout simplement de traiter ligne par ligne, et pour chaque ligne, on doit vérifier est-ce la condition et on lance l'exécution de la requête bien sûr de modification de la mise à jour.
c'est-à-dire maintenant nous avons l'ensemble des données suite à l'exécution de la requête SQL, se forme dans l'ensemble des lignes, et on veut faire quoi? On veut traiter ligne par ligne, c'est-à-dire on traite la première ligne, puis on passe à la deuxième ligne, troisième ligne, et ainsi de suite. Là, on dit tout simplement, on fait un traitement itératif sur un ensemble. C'est pour cela qu'on dit c'est le mariage entre deux langages, le langage ensembliste et le langage qui s'appelle le langage procédural. Donc, le lien qui permet, donc l'outil qui nous permet de faire le lien entre ces deux langages, on parle plus tard dans ce qu'on appelle d'une notion vraiment importante et largement utilisée dans n'importe quel langage de quatrième génération, c'est ce qu'on appelle le curseur. Bon, avant d'aller trop loin, donc le langage SQL, le langage Transact SQL, il se base sur un ensemble de conventions ou bien de nomenclature, c'est-à-dire des normes qu'on doit les respecter. Par exemple, sur les variables, sur le nom des procédures, sur le nom les noms des index, les noms également des primary key, des foreign key. Donc, il y a un ensemble des conventions qu'on doit les respecter. Donc, pour le langage Transact SQL, il respecte, comme j'ai déjà signalé, des normes qu'on doit les respecter, ne sont pas les mêmes dans le langage, par exemple, spécifique de la quatrième génération, spécifique pour Oracle, ou bien pour Informix. Pour Oracle, on utilise PL-SQL, c'est-à-dire donc c'est un langage de quatrième génération qui fait tout simplement le regroupement du langage procédural et le langage ensembliste. Durant cette partie et la partie suivante sur les triggers et les vues, on va utiliser le même exemple de cours, c'est la gestion des notes. Je rappelle tout simplement, on a considéré qu'on a 4 tables, table étudiant, table professeur, et table matière, et table note. Pour chaque table, pour la table étudiant, nous avons la clé primaire, c'est code étudiant. La table professeur, elle est caractérisée par plusieurs attributs et code professeur, c'est la clé primaire. La table matière, il se caractérise par code matière, sachant que nous avons le code professeur comme clé externe qui fait référence vers le professeur. C'est-à-dire, il y a une règle de gestion, même s'il n'est pas normalement, ne représente pas le cas réel, mais on va tout simplement, on va respecter cette règle de gestion. C'est comme quoi, une matière est considérée que par un et un seul professeur. Par contre, dans la table matière, nous avons chaque étudiant pour chaque matière, il a deux CC, CC1 et CC2. Donc la clé maintenant, c'est une clé composée. Et les deux, c'est-à-dire le code étudiant, c'est foreign key, c'est la clé externe vers la table étudiant, et code matière, c'est la clé externe vers la table matière. Donc, on va utiliser cette étude de cas avec ces règles de gestion et on va développer certaines procédures stockées, certains triggers pour faire la validation, assurer l'intégrité de la base de données et ainsi de suite. Bon, quelles sont la première des choses avant d'entamer le langage Transact SQL? On commence par ce qu'on appelle les conventions. La première convention, tout simplement, c'est la déclaration de variables. Les variables, toujours variables. C'est un nom, tout simplement, on doit utiliser un nom, un identifiant, comme le nom de la programmation classique, mais toujours il doit être procédé par arrobas, c'est-à-dire arrobas toto. Donc on ne peut pas déclarer une variable sans le précéder par arrobas. Arrobas signifie comme quoi c'est une variable utilisateur. Pour les variables qui sont déjà prédéfinies, ils sont déjà prédéfinis par le système SGBD, ils sont par défaut précédés par deux arrobas. Par exemple, pour pouvoir, donc l'exemple suivant qu'on va voir, si jamais j'aimerais bien de savoir la version avec laquelle je travaille actuellement, je peux faire arrobas version, c'est-à-dire la version. Donc, les curseurs, qui est le curseur tout simplement, comme j'ai déjà signalé, c'est le noyau de la programmation, de la programmation de la quatrième génération, qui fait le lien entre la programmation procédurale et la programmation et le langage ensembliste, le langage SQL. Ils ne sont pas précédés par arrobas, ils ont un traitement spécial. La définition des procédures stockées comme convention, ce n'est pas une nécessité comme convention, donc ils doivent toujours être précédés par SP, c'est-à-dire procédure stockée. Il y a les procédures, ce qu'on appelle les procédures étendues qui existent déjà bien développées au sein le
système, le SGBD, ce qu'on appelle donc les procédures étendues, qui peuvent tout simplement faciliter la tâche de la gestion la gestion des données via le SGBD, on doit utiliser XP. Pour les index également, donc CIX, primary key, PK, foreign key, FK, et le commentaire comme les commentaires dans le langage C avec, voilà, donc avec slash étoile et on ferme par étoile en slash. Bon. La déclaration des variables, comme nous avons déjà signalé, il y a toujours le mot déclare, avec le mot déclare, et suivi donc par le nom de la variable. Bien sûr, chaque variable, il est précédé par arrobas, et le type. Donc, parmi les types qu'on peut utiliser, il y a des dizaines de types. Les types largement utilisés, on trouve un varchar, c'est-à-dire c'est une chaîne de caractères, on peut utiliser numérique, et ainsi de suite. Donc, il y a des dizaines de types, comme on a les types prédéfinis dans le langage C, les types définis dans le langage SQL. Donc, chaque langage, il peut définir un ensemble des types que vous pouvez utiliser, bien sûr, lors du développement d'un programme. Bon. Les variables système, comme nous avons déjà bien signalé, ils commencent toujours par de arrobas. Si jamais donc je vais récupérer par exemple l'utilisateur qui est l'utilisateur courant, je peux faire arrobas user. Si jamais je peux récupérer par exemple la version de la machine qu'on utilise actuellement, on peut faire arrobas version. Pour les opérations. Les opérations, ce sont des opérations classiques qu'on peut faire ensemble. Ce sont des opérations tout simplement avec l'addition, la soustraction, la division, le reste de la division, les comparaisons. Et il y a des opérations pour les opérations binaires, par exemple. Je peux faire tout simplement AND, ou exclusive. Ce sont tout simplement des opérations qu'on peut utiliser d'une manière, ce sont des opérations classiques. Bon. Également, dans le transact SQL, ça c'est la nouveauté bien sûr par rapport au langage SQL, on peut également utiliser toutes les instructions classiques, à savoir conditionnelles. Je peux faire tout simplement if, block, and, else bien sûr, et je peux faire tout simplement comme le langage c'est switch, c'est-à-dire case off, avec les conditions. Comme je peux utiliser également les conditions while, et je peux utiliser également des branchements, ce qu'on appelle des labels, et la boucle for également. Ce sont les trois boucles classiques avec l'instruction if et l'instruction switch. Ce sont bien sûr largement traités et largement étudiés. Et vous êtes bien sûr, je considère que vous êtes bien sûr, déjà vous avez traité ces types d'instructions via le langage C ou bien C++ ou bien autre langage classique. Bon. Maintenant, j'arrive à la notion qui nous intéresse, la notion importante qui permet de faire quoi, le pont, ou bien qui fait la relation entre le langage procédural et le langage SQL, c'est les curseurs. Donc, et le curseur, c'est quoi? Tout simplement, c'est comme objectif, il permet de faire quoi? Il permet de naviguer au sein d'un bloc des enregistrements. C'est-à-dire, si jamais on considère qu'on a tout simplement un bloc des enregistrements, suite à une résultat SQL, à une requête SQL. On suppose qu'on a une requête SQL qui retourne quoi? Un ensemble des lignes. Voilà, donnez-moi les étudiants de la ville de Tanger, ou bien donnez-moi les étudiants de la ville, par exemple, de Agadir. Donc, une fois nous avons la liste des étudiants, nous avons tout simplement un ensemble des enregistrements. Chaque enregistrement, il se caractérise bien sûr par un ensemble des colonnes. Ce sont les attributs, bien sûr, qui sont bien sûr définis déjà dans la requête SQL. Bon, en conclusion, nous avons un ensemble des lignes. Chaque ligne, donc normalement, chaque ligne, il est normalement se caractérisé, si vous voulez, par le bloc de début, là où il est enregistré. Mais je parle de l'enregistrement, c'est-à-dire dans la mémoire. C'est une vue non matérialisée. Bon. Donc, le curseur a pour objectif de traiter ligne par ligne, c'est-à-dire je peux récupérer cette ligne
et je le traite, et après je passe vers le deuxième, et je récupère la deuxième ligne, et je le traite, et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, donc, le curseur, c'est une variable qui vous permet de faire la navigation entre ces enregistrements. C'est-à-dire, donc, je peux directement accéder vers le premier enregistrement et je me déplace entre chaque enregistrement et récupérer ces données. Et la récupération de ces données est tout simplement dans une autre variable locale et faire le test. Et bien sûr, une fois que vous avez le test qui est valide, vous pouvez effectuer l'opération concernant qui vous intéresse. Bien sûr, soit la modification d'une information dans la base de données, soit affichage d'un message, soit tout simplement faire un traitement bien particulier. Bon, les triggers, tout simplement, la déclaration n'est pas, c'est pas le trigger, donc je parle de curseur. Les curseurs ne sont pas, la déclaration c'est très simple. Je dis toujours, on commence par déclare, le nom déclare. Le nom de curseur, c'est curseur, le nom de curseur. On peut faire nom curseur, un nom X, donc sans, bien sûr, précéder le nom par arrobas. Je peux spécifier, mais ce n'est pas obligatoire, facultatif, un ensemble des arguments. Je vais parler quelle est la nature de chaque argument. Donc, n'est pas obligatoire, mais je peux faire donc déclare curseur for une requête. C'est là où il y a la requête à exécuter, donc comme nous avons déjà signalé, la requête SQL. Et je peux également définir d'autres arguments sur un ensemble des colonnes. D'accord? Donc, je vais détailler plus tard les deux arguments. Une fois que je déclare le curseur, il est défini. Mais pour pouvoir utiliser les curseurs, il faut d'abord lancer l'exécution, récupérer les données et pointer sur le premier enregistrement. C'est-à-dire localiser le premier enregistrement. Une fois que on localise le premier enregistrement, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on peut tout simplement, on déplace directement vers le deuxième, bien sûr. Avant de déplacer, il faut le récupérer et le stocker dans une autre variable. Donc, la façon comment on va faire tout simplement le parcours, on va le traiter bien sûr par la suite. Bon, maintenant on passe au type des arguments qu'on peut traiter concernant les arguments. Argument 1, donc déclare curseur, on peut lancer un argument, par exemple l'argument 1, il peut avoir le nom intensity, qu'on peut avoir scroll, local, global, et ainsi de suite. Si jamais je vais spécifier tout simplement intensity, signifie quoi? Seules les opérations sur les lignes suivantes sont prises en considération. C'est-à-dire, si jamais je suis sur la ligne numéro 1, je ne peux pas me déplacer vers le dernier. Ou bien si jamais je suis sur le troisième, je ne peux pas retourner en arrière. Donc, on dit comme quoi, tout simplement, seules les opérations sur les lignes suivantes sont prises en considération. Donc, je vais déplacer un par un. Et ça, normalement, c'est par défaut. Scroll, le déplacement dans les lignes de curseur peuvent se faire dans tous les sens. C'est-à-dire, si jamais je suis là, sur la ligne numéro 3, je peux me déplacer vers la première ligne, comme je peux déplacer vers la dernière, comme je peux déplacer vers le suivant, précédent, c'est-à-dire j'ai le droit de se déplacer comme je veux. Donc local, la portée de curseur, elle est locale, c'est-à-dire qu'il est utilisé que dans le dit lot. C'est-à-dire maintenant, si jamais je déclare un curseur qui s'appelle X, je peux l'utiliser que dans le lot de l'exécution de la requête SQL concernée. C'est-à-dire je ne peux pas l'utiliser dans un autre lot, dans un autre ensemble. Donc il est dans ce cas, donc pour que je puisse utiliser un autre lot, il faut définir bien sûr un autre curseur. Donc il y a global, c'est dans le sens inverse, je peux déclarer une seule variable, mais je peux me déplacer au sein d'un seul lot. Également, je peux utiliser un autre lot avec le même curseur. Nous avons également une autre option qui s'appelle Forward Only, dont les données sont extraites du curseur dans l'ordre d'apparition. C'est-à-dire, donc, une fois nous avons tout simplement les données qui sont tout simplement ordonnées 1, 2, 3, 4, on va les utiliser dans cet ordre. Donc, chaque
l'ordre il est respecté et parfois c'est intéressant. Pourquoi? Parce que les données qu'on va traiter, par exemple s'ils sont ordonnés par ordre de mérite, on doit rester tout simplement dans le même ordre. Dans certaines situations, parfois reste, cet argument il est intéressant. Statique donc signifie quoi? Donc on peut établir une copie de façon temporaire dans la base de données, ce qu'on appelle le temporaire DB. Donc c'est une DB temporaire DB, c'est une base de données temporaire, c'est une base de données système qui permet de faire quoi? De stocker les données, qui permet de